Donc, bienvenue à vous, à ceux qui sont dans la salle ici, à la salle de l'Association des travailleurs grecs à Montréal. Aussi, encore une fois, merci à vous sur Zoom d'avoir été patient pour nous. C'est ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est moi qui ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir en compagnie de Félix Molina. Donc, pour commencer aussi mes petits messages, dans un esprit de solidarité, nous tenions à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés ce soir font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. De même, nous tenions aussi à rappeler l'apport et l'importance des peuples et des cultures autochtones dans les luttes pour les droits et la défense du territoire, qui est le thème transversal de la soirée. Donc, merci à vous de vous être rejoints à nous à ce panel qui est intitulé Lutte d'ici et d'ailleurs, mobilisation pour les droits et les territoires, Amérique centrale, Chiapas et Québec. Merci encore à Stéphane pour tout le soutien technique, mais aussi pour le prêt de la salle ce soir, la salle de l'Association des travailleurs grecs du Québec. Cette activité s'inscrit dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, les JQSI de leur petit nom, qui se déroulent tout le mois de novembre dans les 12 régions participantes. Elles sont impulsées nationalement par les différents organismes de coopération internationale, mais aussi par l'Association québécoise d'organisations de coopération internationale, l'ACOSI, et c'est avec aussi le soutien du ministère des Relations internationales et de la francophonie, le MRI. Le thème qui a été voté cette année pour les différentes activités est démocratie et participation citoyenne. Donc, dans cet ordre d'idées, voici le contexte qui a mené à l'organisation de ce panel ce soir. Partout dans le monde, des personnes s'organisent et luttent pour défendre leurs droits et leur territoire, pour construire un rapport de force contre les puissants acteurs économiques et politiques qui ont une influence sur les gouvernements et la société, en particulier les sociétés transnationales à but lucratif et les grands détenteurs de capitaux. Les obstacles et les risques sont énormes, mais les communautés et les défenseurs continuent de se mobiliser. Ils font preuve de détermination et mènent des combats exemplaires, quitte à mettre en péril leur réputation, leur sécurité et même leur vie. Compte tenu de la nature systémique de la violence, de la criminalisation et de l'intimidation dont sont victimes les mouvements communautaires et les groupes de défense des droits et des territoires, nous avons créé un espace ce soir pour entendre les voix des militants et militantes du Chiapas, au Mexique, d'Amérique centrale et du Québec. Ils nous parleront de leur lutte et de l'organisation de la défense collective, ainsi que des situations de vulnérabilité en l'absence de mécanismes de protection. Qu'est-ce qui les motive à poursuivre leur mobilisation, malgré les risques, à continuer à prendre la parole dans ces environnements hostiles? Quels sont les piliers démocratiques du droit à un environnement sain? Quelles actions pouvons-nous mener dans le Nord en solidarité avec les expériences qu'ils vont partager avec nous ce soir? À cet effet, ce panel est rendu possible par le super beau travail de collaboration et co-organisation avec le CISO, le Centre international de solidarité ouvrière, avec Maïka au Zoom et avec Amélie ici en appui, avec aussi Développement épais et l'art à ma gauche ou à votre droite. Et aussi avec le Comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL, donc Rosalinda à l'arrière, Annabelle et Tennessee, voilà, un peu partout dans la salle. Donc, merci à vous d'être là et d'avoir contribué à ce panel. Slam aussi est membre avec mes collègues à l'arrière, Frank et Maria. Puis aussi, on a un partenaire super important, l'ACOSI, donc l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui nous a vraiment aidés pour ce soir aussi. Mais ce panel est surtout rendu possible grâce à la présence de nos différents panélistes qui sont à la fois en Zoom et sur place. On va pouvoir vous les présenter lorsqu'on va arriver à eux. Puis, mon dernier petit point de précision, donc le panel va être en deux sections. Donc, la première question va focuser un peu plus sur nos invités sur Zoom. Puis, il y aura un deuxième volet du panel avec nos invités du Québec. Donc, je vous présente sans plus tarder mon co-animateur de ce soir, Félix Molina. Félix Antonio Molina est un journaliste hondurien et cofondateur d'Organisation pour la liberté d'expression et le droit à l'information au travers de Célébré et Alter Eco. Il a survécu à la violence au Honduras et à émigré au Canada en mai 2016
après avoir subi 2 attaques à armes à feu à Tegucigalpa. Monsieur Molina. C'est à vous. Merci, Vicky. Donc, j'ai une mission aujourd'hui, une mission concrète, c'est de présenter le panel de l'Amérique centrale. Quels sont les défis de la défense du territoire pour les organisations de base? Le sujet qui a un objectif, et c'est de mieux comprendre la situation des organisations de base dans un contexte de violence, où il y a plusieurs acteurs. Et là, ils sont les militaires, les entreprises, les militaires qui font d'investissements dans les entreprises privées, les politiciens qui font partie du système politique et prennent des décisions, et aussi des entreprises étrangères. Donc, dans cet environnement, faire la lutte pour les droits communautaires, pour les droits sociaux, n'est pas une occupation facile. Donc, on attend de bien comprendre qu'est-ce que les gens font pour faire la défense de leurs droits et les droits des autres. Et il y a un contexte qui c'est pareil entre l'Amérique centrale et le sud du Mexique, Chiapas. Chiapas, c'est un royaume maya. Et si vous continuez à descendre vers l'Amérique centrale, vous allez trouver les mêmes peuples mayas. C'est la grande nation maya, c'est le grand Mésoamérique. Le sud du Mexique va connecter avec Guatemala, Belize et l'Honduras. Et là, nous partageons ce qu'on appelle les trois sœurs ou les trois frères. C'est l'haricot, le maïs et les zucchini. Toujours ensemble et sans oublier les jalapeños. Et donc, on partage la culture, l'histoire avant que les hommes et les femmes sont venus pour partir le pays, pour former des frontières. Nous partageons très, très, très longtemps la culture, la vision. Mais malheureusement, aujourd'hui, on partage les entreprises canadiennes, les entreprises américaines, et on partage malheureusement les gangs de trafic de drogue, les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes à feu, les trafiquants de personnes pour l'exploitation sexuelle, commerciale, l'exploitation laborale, l'exploitation pour l'extraction d'organes. Toutes ces sortes de crimes organisés, on cohabite avec eux. Et au Chiapas, la présence des entreprises minières canadiennes, c'est plus évident maintenant que dans l'Honduras. Mais il y a des entreprises états-uniennes qui sont dans le territoire, qui font la vie difficile pour les gens. Donc, c'est comme le contexte aussi que se partage à Guatemala, qui va être notre dernier arrêt dans ce panel. Et là aussi, un mélange entre indigènes mayas et paysans en même temps. Ils confrontent des personnes qui on a accaparé en espagnol, accaparé, on a attrapé la terre. Et ce sont des personnes qu'on appelle latifundistas, qui possèdent la terre et qui font la persécution des paysans qui vivent là. Et la criminalisation. La criminalisation, on la comprend comme mettre des tâches sur les gens dans les médias, mettre des tâches, on peut dire, des tâches politiques, des tâches idéologiques, comme faire le profilage des paysans, des indigènes mayas. Et c'est comme le profilage politique dans la communauté, dans les institutions publiques. Mais aussi, il y a une criminalisation juridique au moment que le système va passer à faire des
d'accusations criminelles contre ces personnes. Donc, vous avez une triple criminalisation, médias, institutions publiques et institutions juridiques. Ce n'est pas facile de survivre à cet environnement. Je vais vous présenter les personnes qui vont faciliter la vie de tous pour amener l'Amérique centrale vers ici. Et nous allons la tâche d'amener le Québec vers là-bas. J'ai le plaisir de présenter à Elvin Hernandez. Il est chercheur de la Fondation Eric. Eric, tout le monde pense que c'est un nom commun d'une personne, d'un garçon, mais c'est l'équipe de réflexion, investigation et communication de la Compagnie de Jésus. Et donc, Elvin, il est spécialiste des droits humains dans cette fondation. Il accompagne la communauté de Guapinol dans sa lutte de préserver la rivière Guapinol et la terre, la montagne qu'on appelle avant nous l'appelait Botaderos. C'est-à-dire un endroit où vous pouvez jeter toutes sortes de choses. Mais maintenant, ce nom a changé. La montagne s'appelle Carlos Escaleras, et c'est le nom d'un leadership qui a été assassiné plusieurs années avant, et pour laquelle aussi a donné sa vie récemment, le 14 septembre dernier, un homme extraordinaire, Juan López. Et lui était mon ami, était mon compagnon. Ça me touche directement à chaque fois que je prononce le nom de Juan López. Sûrement, Elvin se va trouver avec ce nom. Donc, Elvin enquête, étudie et rapporte des violations des droits humains dans cet endroit, c'est plus à l'est du Honduras, Tocoa, dans la province de Colón. Mais Elvin réalise d'habitude son travail dans la ville qui s'appelle El Progreso Lloró. C'est plus au nord, entre le nord et l'ouest du Honduras. Elvin devra, lui, répondre basiquement à toutes questions aujourd'hui. Quel est l'impact des entreprises américaines dans cette région? Donc, Elvin, vous devrez aussi répondre à la question quel est l'impact de la criminalisation des dirigeants et des communautés qui travaillent dans cet environnement? Bienvenue, mais avant de vous donner la parole, je vais vous dire aussi que c'est avec nous dans ce panel Libertad Díaz Vera de Chiapas, et au moment, je vais présenter Libertad, et aussi à Locadio Huracán de Guatemala. Et à son moment, il va participer. Et je vais vous donner plus de détails sur cette personne-là. Donc, Elvin, la parole est à vous. On vous écoute. Bueno, entonces, nada, solo agradecerles por la invitación y por abordar estos temas en Canadá. Miren, sobre el impacto de las empresas mineras, uno puede ver en la región como cuatro expresiones, digamos, el tipo de inversión que nosotros vemos con bastante cotidianidad, digamos. Hay una primera línea de inversión que es histórica de las empresas de Norteamérica acá, que tiene que ver con la minería, el extractivismo en general. El extractivismo que podemos meter varios rubros ahí, pero destaco el tema de la minería. Hay un segundo rubro que está vinculado a la inversión norteamericana acá, que ha sido el rubro de la agroindustria, es decir, hablamos fundamentalmente del banano, del melón, es decir, son rubros importantes, de la piña, de la inversión. Y también tenemos en los últimos 30 años, hemos tenido inversión en la maquila, un rubro importante, donde ya entra Canadá con más fuerza.
como país a la inversión de la maquila. Y en las últimas décadas, en la última década, hemos visto una señal importante de inversión en proyectos turísticos, megaturismo, especialmente para turistas de Estados Unidos o de la región de Norteamérica, no para turista local. Y una inversión más reciente tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con la región, ¿verdad? Especialmente para Canadá, hemos visto ahora mucho interés de importar o exportar de Honduras hacia Canadá el tema de café como un rubro nuevo que se está certificando a empresas para ir allá. ¿Qué cosas en común tienen estas empresas en términos de impacto, digamos? Cuando uno ve en el rubro del extractivismo, hay un impacto importante en términos ambientales. Es decir, el tejido, lo que significa la minería en esta zona, no solamente en el deterioro ambiental, sino en la amenaza a los derechos humanos, en las maneras de operar de las empresas. eh, eh, con la impunidad con la que operan, ha significado, pues, para muchas comunidades significa desplazamiento, para muchos liderazgos significa desplazamiento, significa asesinato para otros, como el caso de Juan López o el caso de Berta Cáceres. Para poner dos ejemplos emblemáticos, pero como ellos, hay decenas de campesinos, de obreros, de indígenas que han sido asesinados por defender su territorio. Entonces ahí hay una beta importante de ese impacto. Un segundo impacto de esto tiene que ver con el tema de un tipo de explotación que no respeta derechos laborales, ¿no? Uno puede buscar centros de documentación, por ejemplo, en los obreros de las bananeras, en los obreros de la melonera, en los obreros del camarón, en los obreros de la piñera, en los obreros de la maquila. Ahí hay un eje transversal de que las condiciones laborales, pero sobre todo cuando las empresas empiezan a cerrar una maquila o una nave, normalmente siempre las noticias son muy lamentables porque no se quieren pagar los derechos laborales de prestaciones y todo lo que implica el cierre de un proyecto laboral. Pero más grave de esto es que en estas empresas es muy imposible tener una organización sindical. A propósito, parte de la convocatoria de hoy es de un sindicato, que en una maquila se puede establecer un sindicato que pueda defender los obreros. Es decir, hay mecanismos para debilitar cualquier iniciativa sindical que se pueda dar dentro de estas organizaciones. Eh, y ese me parece a mí un impacto importante. Estoy viendo impactos más en términos de violaciones a derechos y en el tema ambiental. Me parece que ahí otro impacto que nosotros estamos viendo es en términos de desplazamiento de territorio. Es decir, en el caso de las inversiones en materia turística, se sitúan en territorios que históricamente han vivido los pueblos originarios, pueblo garífuna, y tierras que el Estado se las entregó al pueblo garífuna, tierras que no se pueden ni vender, no se pueden, sino bueno, tierra que es propiedad exclusiva, o sea, su tipo de legalidad no permite que esa tierra pueda pasar a otras manos. Sin embargo, han buscado mecanismos para meter inversiones en comunidades garífunas. Ustedes lo pueden ver si se meten en la página web, pongan Enjoy Trujillo o pongan Enjoy Santa Fe y les va a aparecer este tipo de inversiones que representan bueno, una amenaza para los territorios de los pueblos originarios. No sé cuántos minutos llevo, solo me estoy midiendo el tiempo. Ese es como el primer impacto en términos de las empresas, digamos, ¿no? Es decir, de las empresas.
Si me centro en el caso de Guapinol, para los otros minutos, eh, el tema de la criminalización es un rasgo central en esta. Hay un patrón que uno puede estudiar de la criminalización. Bueno, hay dos patrones. Hay un patrón de cómo las empresas meten los proyectos a las comunidades y hay otro patrón sobre la persecución que hay a los líderes comunitarios. El patrón para meter un proyecto de la industria minera a la comunidad, primero buscan sobornar a la comunidad con promesas de proyectos de escuelas, de carreteras, de centros de salud. Normalmente las empresas tienen fundaciones y esas fundaciones hacen el trabajo de ablandamiento. Cuando eso no funciona y la resistencia de la comunidad contra el proyecto sigue, viene una segunda fase de dividir la comunidad. Quienes están a favor de la empresa y quienes están en contra de la empresa. Esa es otra estrategia. Una tercera estrategia es que suelen, cuando la lucha sigue, a pesar de que no logran dividir la comunidad, buscan dividir la organización, el patronato, poner un patronato que esté del lado a favor de la empresa. Es un mecanismo que se suele hacer. Y una cuarta estrategia que nosotros hemos visto es generar violencia alrededor de la comunidad, generar miedo. En algunos casos se han aliado con sectores de militares, paramilitares, en otros casos se han aliado con maras y pandillas, en otros casos gente, bueno, pues que da servicios sicariales para generar pavor, asaltar en una comunidad, generar miedo en la comunidad. Ese es un patrón que uno puede verlo en algunas empresas. A nivel de los liderazgos, el patrón va cuando un liderazgo, y podemos estudiar a Juan López, que ha sido más cercano, más cercano en términos de tiempo, pues, a Juan López por mucho tiempo lo que ocurrió con él es que se le ignoró como líder comunitario, es decir, y sin embargo siguió con su lucha en resistencia a ese proyecto Guapinol, cuando a pesar de ignorarlo, trasciende como liderazgo, busca desprestigiarse. Se dijo que era un opositor al desarrollo, se dijo que eran violentos, que eran haraganes, se buscó desprestigiarlo. A pesar de eso, la lucha siguió y la oposición al proyecto siguió y vino una tercera fase que fue criminalizar. Es decir, acusarlos de que eran violentos, acusarlos de que habían atentado contra la inversión de inversión en los pinares y le crearon requerimientos fiscales. Lo metieron preso. Juan estuvo preso un tiempo y aún tenía requerimientos activos. Es decir, a pesar, Juan estuvo preso, salió de estar privado de libertad y siguió con la lucha. Cuando ellos ven que a pesar de criminalizarlo, no detienen a un liderazgo, viene la etapa final, que es eliminarlo físicamente, fue asesinarlo. Y ese patrón nosotros lo podemos ver en Guapinol. O sea, tanto el patrón de cómo metieron el proyecto a la comunidad, como el patrón de asesinar a los liderazgos, ahí uno lo puede estudiar con mucha facilidad. ¿Dónde está la fuerza de una empresa, en el caso de Guapinol, para que actúen con tanta impunidad? Hay dos o hay tres fuerzas que uno, o cuatro fuerzas que uno no puede, es decir, que uno no puede dejarla en el análisis. La primera fuerza que está ahí tiene que ver con un proyecto minero que su principal impulsor viene del crimen organizado, del narcotráfico. La primera concesión de ese proyecto vino de él. La segunda fuerza que ha estado vinculada a ese proyecto son los militares. Los militares han sido socios estratégicos en la última década, después del golpe de Estado, en impulsar ese proyecto y en control de la zona. El tercer actor que ha estado ahí ha sido la estructura de la institucionalidad, secretarías de Serna, Ingeomin, han respaldado las ilegalidades de ese proyecto, aun cuando el proyecto no era viable bajo ningún precepto jurídico, legal, es decir, no hubo consulta previa informada, no hubo estudios de impacto ambiental, no hubo
los cabildos abiertos requeridos, no hubo ningún procedimiento legal. A pesar de eso, el proyecto lo implementaron, fue avanzando. Ese es, por tanto, tiene esa otra fuerza de la estructura institucional. Pero también cuenta con una cuarta estructura, que es el capital extranjero. En este caso, Inversiones Los Pinares contaba con la empresa más importante de, de acero de Estados Unidos, pues Noco. Era una empresa que era un poder que estaba allí presente. Entonces, ese es otro elemento común, que frente a esos poderes que respaldan a la empresa, son los que luchan, son contra quienes lucha la comunidad. Y por eso es tan digna esa lucha, pues, porque es defender el río, es defender la montaña frente a unos poderes que lo único que ven en la montaña, esa montaña que es generadora de agua, lo único que ven es el dinero que van a ganar por la extracción del hierro que tiene y de otros minerales que ahí se encuentran. Creo que con los minutos estoy, o me he pasado alguno. Donc, on dit merci, Elvin. On va passer maintenant à Guatemala. Je vais vous présenter Locadio Huracán. Locadio, c'est un défenseur maya du droit d'accès à la terre et au territoire. C'est bon de faire la différence pour les Premières Nations, pour les indigènes, pour les autochtones. N'est pas la même chose la terre que le territoire. Nous, les hommes et les femmes qui sont produits du métissage, on pense que c'est la même chose. Mais dans la vision des populations originaires, c'est bien différent de concept. Donc, c'est pour ça que dans le texte dit que Locadio, c'est un défenseur du droit à la terre et du droit au territoire. Lui, il est membre de la direction politique du CCDA, que c'est le comité paysan de l'altiplano de Guatemala. Merci. Et lui est leader paysan au niveau national de cette organisation. Il est le porte-parole du mouvement indigène et paysan dans la lutte contre les expulsions les expulsions, notre façon, c'est de dire les personnes jetées du territoire. En raison de son activisme, il a dû demander des mesures de précaution devant la Commission interaméricaine des droits humains. Il est expert en affaires agraires et en récupération historique de terres et régularisation des terres et des moyens de subsistance au Guatemala. C'est-à-dire qu'il a bien appris et il a bien chanté la chanson de Víctor Jara, A desalambrar. A desalambrar, a desalambrar. Bien, enchanté de vous présenter Leocadio Huracán. Vous allez répondre basiquement deux questions. Comment s'est déroulée la lutte pour la terre et les territoires dans des circonstances de criminalisation? Et comment la solidarité internationale peut être renforcée afin de récolter de meilleurs avenirs? C'est une bonne question, ça. Donc, on vous donne la parole, Leocadio. Bienvenue. Muchas gracias. Bueno, es un placer compartir con ustedes. Yo quiero empezar agradeciéndoles esta enorme oportunidad para llegar a la audiencia en Canadá y conocer las grandes adversidades, pero también quiero compartir con ustedes muy brevemente. Voy a hacer un enorme esfuerzo para repasar un poco la situación histórica que han vivido los pueblos originarios, campesinos en Guatemala, y para que apreciemos esta parte de relación, de solidaridad. Y yo sé que nos falta quizá algunas cuestiones que fortalecer, pero también hemos hecho cosas muy importantes, maravillosas en la defensa de los derechos humanos, a pesar de las grandes adversidades. Entonces,
Voy a compartir con ustedes muy rápidamente la cuestión histórica en esta presentación. Siguiente, por favor. Bueno, podemos ver allí la conflictividad agraria en Guatemala, en la región. El acaparamiento de tierras básicamente ha sido un modelo impuesto de supuesto desarrollo. Sobre la base, comparto totalmente con el compañero que me antecedió por proyectos de extractivismo, de monocultivo, supuestamente de energía limpia, los fondos verdes. Prácticamente es bastante complicado cuando comparamos todo eso sobre la condición de vida y los trabajos de explotación que se continúan dando en el país. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver rápidamente una situación histórica. ¿Y por qué les comparto esto? Porque voy a finalizar con el actual contexto en el país. Pues ha habido desde la invasión en nuestro territorio, en nuestra región, los programas, proyectos de genocidio, sobre la violación, masacres, aplicación prácticamente de la violencia para obligar a confrontar muchas veces entre sí a las comunidades como un mecanismo, excesivos a los tributos, la agresión, la esclavitud, los malos tratos, agotar las jornadas de trabajo, grandes jornadas de trabajo, el trabajo en la minería, prácticamente ha generado muerte, hambre, enfermedades. Este es un modelo histórico que sigue aún prevaleciendo actualmente en el país. Sigamos, por favor. La situación histórica, ya, qué sé yo, más reciente en la década de los 40, 50 en el país, las tierras durante la colonia, los españoles podemos demostrar hoy día cómo han acaparado la tierra, han despojado, le han robado, le han quitado de manera ilegal, de manera fraudulenta, a través de imposición de leyes, a través de imposición de mecanismos, y cuando eso no se da, han cometido grandes masacres. La reforma agraria en Guatemala en el 52 fue una situación que pretendió resolver la problemática agraria, y ahí es donde prácticamente se empieza ya a poder el movimiento campesino, principalmente el CCDA, a diferenciar cuál es la lucha por la tierra y cuál es la lucha por la recuperación y defensa del territorio, que prácticamente son dos vertientes que tienen algunos centros de encuentro, pero que son diferentes. El acceso a la tierra básicamente se visualiza como un recurso de producción, como un recurso para poder generar desarrollo, poder vivir en mejores condiciones. Para los pueblos originarios, el tema de la recuperación y defensa del territorio, básicamente porque ahí se centra el tema de convivir con la naturaleza, convivir con las diferentes especies, convivir y practicar nuestra espiritualidad, respeto y convivencia con los bosques, los cerros, los ríos, los lagos, y entonces es mucho más amplio, digamos, la visión y sobre todo la práctica de la espiritualidad y sobre cómo también convivir con la naturaleza. Y entonces, en el marco de las reformas agrarias se creó una expectativa para devolverle esos territorios y estas tierras que han sido despojadas de los pueblos originarios y campesinos. Sin embargo, llega la contrarrevolución, recupera nuevamente los terratenientes grandes cantidades de tierra y siguen practicando el sometimiento y la explotación, la esclavitud en la región. Sigamos. Luego, la situación histórica más reciente, los 36 años de conflicto, el genocidio que se aplicó ahí, también aplicaron mucho para el despojo, las políticas de tierra arrasada, el plan Sofía, el plan Victoria 96, frijoles y fusiles, que básicamente buscaba reprimir y criminalizar a la población y despojarlos también. Entonces se logró la firma de los acuerdos de paz, generaron algunas condiciones, sin embargo, no se ha aplicado, no se ha cumplido con a cabalidad esos acuerdos. La criminalización continúa, el CCDA tiene ahí más de 3,000 compañeros con orden de captura,
solo va del año. Allí hemos superado ya 19 órdenes de capturas a compañeros que han pasado en las cárceles. 12 comunidades han sido desplazadas de manera violenta y podemos ver una imagen que es la de Escuintla Santa Rosa. Y de 12 asesinatos que teníamos, solo este año han aumentado 8 más. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Sigamos. Ahí puedo ilustrar rápidamente las masacres ocurridas durante el conflicto. Ahí podemos tener datos exactos de eso, dónde fue, qué fecha fue, ¿verdad? Y todo eso. Sigamos, por favor, es solo para ilustrar un poco la situación. La represión por los desalojos, la acaparamiento continúa, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos datos. Ahí igual también sigamos, sigamos por favor, y ahí vemos también los tratos, algunas imágenes de despojos, desplazamiento por desalojos. Hay una total impunidad. Hacen desalojos grupos al margen de la ley, encargados de las fincas, guardia de seguridad de las fincas, representante de las fincas, dueño de las fincas. Entonces hay ahí prácticamente una impunidad enorme. Sigamos. Bueno, lo que va a la situación ahorita, lo que he dicho es hacer un recordatorio rápidamente de la situación y qué es lo que está ocurriendo ahorita mismo en el país. Prácticamente en el gobierno de Yamatei se cierra la institucionalidad agraria y se crea el Observatorio de la Propiedad Privada. Este es muy gravísimo, muy delicado, porque entonces el Ministerio Público, que es el ente de investigación, de peritajes para demostrar con pruebas contundentes, reales, verídicos, prácticamente se privatiza una parte y entonces a través del observatorio. ¿Y quiénes son los que manejan el observatorio de la propiedad privada? Los terratenientes, grupos de finqueros organizados y en contubernio con el Ministerio Público. Pero al mismo tiempo, a unos meses, 8, 9 meses de haber creado el observatorio, se crea la Fiscalía contra la Usurpación. La Fiscalía es una parte del Ministerio Público, la cual, digamos, el Observatorio de la Propiedad hace la investigación, a veces fabrica investigaciones y pasa a la Fiscalía, y la Fiscalía le da por hecho de que eso es verdad, que eso existe, y empieza a criminalizar a través de la judicialización a los compañeros, principalmente cuadros medios y comunitarios, que hay una judicialización con el propósito de criminalizar las luchas de los campesinos y población indígena. Sigamos, por favor. ¿Qué hacemos en este contexto? Pues básicamente lo que estamos haciendo, un contexto de agresión contra dirigentes, un contexto de seguimiento de denuncias realizadas también, muchas veces en contra de compañeros, pero que también nosotros hemos denunciado esa parte cuando determinamos y cuando identificamos que efectivamente hay terratenientes, empresas de monocultivo, de hidroeléctricas, de minerías involucradas. Denunciamos y hemos demostrado que efectivamente hay empresas detrás de la represión y criminalización. Hemos tenido reuniones con la institucionalidad, con varias instituciones. Realizamos clínicas jurídicas para determinar cuáles son los procedimientos más adecuados que puedan aportar a defensa a los compañeros. Pero imagínense ustedes, con más de 3,000 denuncias, no hay bufete que pueda aguantar eso de acompañar a los compañeros para la defensa. Asambleas territoriales, esta es una situación política bastante importante para nosotros, porque continúa la organización, continúa el fortalecimiento. El fortalecimiento organizativo para nosotros se basa no solo en crecer en la membresía, sino también en el conocimiento, en el manejo, en instrumentos que han generado para protocolos, digamos, de desalojo, protocolos de denuncias. Entonces, todo eso es importante que manejan los campesinos. Hemos dado ese salto a través de la Universidad Popular de los Pueblos, la cual ha servido muchísimo para formar, utilizar esos protocolos. La Asamblea
amparos inconstitucional, recursos, ¿verdad? Que hemos también desarrollado eso. Centro de Investigación para la Universidad de los Pueblos ya decía que esto ha jugado un papel sumamente importante. Hemos realizado también ya 2 campañas durante 3 meses, 4 meses de duración, campañas de alto a los desalojos. Mañana precisamente estamos cerrando esta segunda jornada con una conferencia de prensa y un foro donde estaremos presentando los resultados del acuerdo agrario, ¿verdad? Que es importante verlo porque mientras que existe un acuerdo con la institucionalidad, con el Ejecutivo, con este año, después de la firma de ese acuerdo, se han cometido 8 asesinatos de compañeros, principalmente del sur de Guatemala, en Puerto San José y Puerto Iztapa, en Escuintla. La misma institucionalidad, mismas instituciones del Estado, argumentando de que hay normas de áreas protegidas, han criminalizado a la población, pero versus han otorgado licencias a minerías, a hidroeléctricas para construir megaproyectos y también a petroleras. Entonces, no podemos, la política está para desplazar a los comunitarios para seguir teniendo cancha libre para poder seguir explotando los bienes del país. Pues se ha firmado el acuerdo agrario ante el gobierno, es algo políticamente muy simbólico y hemos estado avanzando en este acuerdo. Se abarca 4 temas: la economía social, el acceso a la tierra, la conflictividad agraria, la territorialización del desarrollo y la articulación de la institucionalidad para atender la demanda de la población. Finalmente, voy a ir ya concluyendo. La solidaridad internacional, para la segunda pregunta, es sumamente importantísimo. Es importante nosotros seguir abordando. De hecho, hemos avanzado mucho con la solidaridad en el caso de Canadá, alrededor del Café Justicia, alrededor también del acompañamiento, alrededor de implementar algunos proyectos de solidaridad. Hemos desarrollado bastante sobre descolonizar la solidaridad del norte global con el sur. Hemos avanzado, pero no ha sido lo suficiente para poder realmente abarcar toda esta situación. También es importante reconocer las oportunidades en la diversidad de miradas. Estoy escuchando con mucha atención lo que plantea el compañero de Honduras, la cual hay cuestiones similares y seguramente también es importante. Ustedes saben perfectamente cuál ha sido la política de su gobierno con los países del sur, principalmente en nuestros países, donde prácticamente aún persiste temas de inversión sobre la base de proyectos mineros. Entonces ahí es importantísimo ir también coordinando para que conozcan la información de qué es lo que está pasando acá, cuál es el impacto, cuál es el desarrollo de los proyectos, para que ustedes nos pueden apoyar en el norte, seguir haciendo la denuncia y también seguir pidiendo que se cambie la política externa. Lo que estamos abordando en esta región es prácticamente una problemática estructural. Por lo tanto, la solidaridad de los pueblos, entre los pueblos, es imprescindible para avanzar en la justicia agraria del territorio. Es importantísimo. Las iniciativas que resuelvan los grandes problemas, y prácticamente también nosotros hemos comprendido, la solidaridad es muy importante, pero los sujetos que debemos de seguir promoviendo los cambios en nuestros países, seguiremos siendo nosotros. Ahí hay un cuadro de resumen sobre la situación que hemos padecido en el CCDA. Atención a familias víctimas de agresión física, 20 compañeros prácticamente asesinados, también 12 comunidades desplazadas, 9 encarcelados ahorita mismo, 4 inválidos por agresiones físicas, con orden de captura 3.100 compañeros, ¿verdad? Entonces, 60 comunidades con eminente orden de desalojo. Entonces, prácticamente es bastante. Bueno, quiero finalizar con esto. La solidaridad internacional y acompañamiento en el territorio es sumamente importante. Yo siempre he dicho, ustedes han hecho muchas investigaciones.
un estudio, el resultado de un estudio que nos pueden compartir es bienvenido y aporta mucho. Sus conocimientos es bienvenido y aportan mucho. Han tenido esa oportunidad de formarse y me parece que nosotros no mucho, y entonces su conocimiento y la de nuestros pueblos y nuestra sabiduría podemos también compartir y ser complementarios. Ahí es un claro ejemplo en esta imagen, todo el apoyo que Meli, una voluntaria que estuvo con nosotros más de 6 meses, nos ayudó y fortalecimos la Universidad Popular de los Pueblos, la cual se ha centrado en realizar estudios antropológicos, históricos, registrales y catastrales, donde vamos a demostrar de quienes hemos sido despojados somos nosotros. No somos nosotros los usurpadores. A nosotros nos han usurpado nuestro territorio para el sometimiento. Muchas gracias. Merci, Leocadio. Très intéressant, surtout les pistes de relations de solidarité nord-sud, surtout cet aspect de la recherche sociale, la recherche anthropologique, avant d'approfondir l'intervention de la solidarité internationale dans une communauté spécifique. Intéressant. On a déjà à Libertad Díaz Vera. Elle est militante mexicaine pour la défense de l'eau et du territoire. Elle est membre aussi du Front populaire pour la défense de Soconusco, c'est une région spécifique au Chiapas. Sur la côte, je ne sais pas si c'est l'Atlantique ou le Pacifique, mais c'est la région côtière de Chiapas. Elle fait partie du réseau mexicain de personnes affectées pour l'exploitation minière REMA. Éducatrice populaire, elle a documenté et dénoncé les violations des droits des peuples contre les projets extractivistes. Est-ce que Canada est présent au Chiapas avec des entreprises minières ou d'autres sortes d'entreprises? On va le savoir aujourd'hui. Libertad Díaz Vera, vous devez répondre basiquement à cette question. Quelles ont été les conséquences de l'exploitation minière canadienne pour la population du Chiapas? Et comment les habitants du Chiapas ont-ils résisté à cette présence minière à ciel ouvert? Bienvenue, Libertad. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo les voy a presentar pues algunas de las consecuencias que ahora vivimos por las empresas mineras canadienses en Chiapas. La Red Mexicana de Afectados por la Minería y la familia de Mariano Abarca llevamos una denuncia contra el Estado mexicano y el Estado canadiense. Desde hace algunos años, pues hemos denunciado los impactos de la minería canadiense en el territorio mexicano, pero también esto que le llamamos la diplomacia criminal. Y bueno, pues también voy a comenzar platicando un poco sobre el contexto mexicano, especialmente en la región sur-sureste y en estas conexiones que, como bien lo han conversado ya, tenemos junto con Guatemala y Honduras y los países de Centroamérica, Mesoamérica, yo diría región mesoamericana, hasta Panamá. Entonces voy a compartir mi presentación y, a ver, permítanme. Bueno, aquí ustedes pueden ver, espero que se pueda ver por allá allá en el foro. Aquí tengo un mapa, esto es, digamos, como la colita de México, y es la región transfronteriza con México y Guatemala, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo aquí les pongo una fotografía de los planes y proyectos para nuestros países, al menos aquí en Guatemala y en la región fronteriza, que no sé si vean mi cursor, si me lo pueden confirmar, les agradecería muchísimo. Bueno, pues esta región fronteriza con Guatemala, que bueno, pues nosotros decimos, pues ahí está como
una de las regiones mucho más ricas ambientalmente en México y en la región de Mesoamérica. Y ustedes pueden ver la planeación territorial que han hecho nuestros gobiernos, ¿no? Aquí estoy poniendo un ejemplo de México y Guatemala. Todo lo que se ve en anaranjado son las concesiones mineras que tenemos actualmente. Hay otras como o sea, como bueno, pues ustedes pueden ver, ¿no? Cuadros amarillos, que son las concesiones mineras que están todavía en solicitud, y algunos proyectos mineros que ya han sido explotados o que ya han tenido algún tiempo de vida dentro de muchos años y que por alguna razón, pues, o continúan siendo explotados o están en este proceso de querer explotarse, ¿no? Y bueno, pues casualmente es aquí donde pues los pueblos y las comunidades nos ubicamos, ¿no? En este territorio que pues se planea para el modelo extractivo. Ustedes pueden también ver así en manera muy micro, ¿no? En una parte de Chiapas, aquí voy cómo están los proyectos mineros, pero también cómo están los proyectos de hidroeléctricas y como bien lo compartían los compañeros, pues como en un mismo territorio tenemos tanto concesiones mineras como proyectos hidroeléctricos y bueno, por ejemplo, aquí si hago un zoom, podemos ver todos los proyectos de palma aceitera, y ahora pues recientemente estamos también registrando todos estos monocultivos que se están impulsando cada día más como el plátano y el mango, ¿no? Y bueno, pues yo les quiero poner aquí parte de estos, como decían hace rato en la introducción, pues de estos proyectos o grandes proyectos que nos van o que van haciendo esta regionalización en nuestro territorio, ¿no? Como ahora es el reciente proyecto del corredor transísmico, este proyecto que comenzó hace un año y que es impulsado por la Cuarta Transformación. Este proyecto es un proyecto que viene, pues, digamos, haciendo un segundo, como un segundo frente al Canal de Panamá. Esto, si lo ponemos en Zoom, ustedes acá tienen el estado de Veracruz, nosotros estamos aquí en Chiapas, ¿verdad? Y aquí está, pues, el estado de Oaxaca. Eh, pues todas estas líneas, como la línea FA, la línea K, la línea Z, que ustedes ven aquí son proyectos de infraestructura de carreteras y trenes, el famoso Tren Maya, que como los compas dicen, no tiene nada de Maya, ¿no? Y que en los últimos años se ha anunciado como un tren para transportación de personas, al igual que acá el tren, bueno, uno que se está construyendo aquí en esta región. Bueno, son vías férreas y vías y carreteras pues que se construyen para la movilización de mercancía, ¿no? Como ustedes vieron en el mapa anterior, estos mapas los construimos a partir de datos oficiales que vamos obteniendo del gobierno mexicano. Entonces, ¿cómo es que se van planeando estos proyectos, no? La carretera está asociada con los proyectos de producción de energía, como lo son las hidroeléctricas en la región de Oaxaca, los proyectos de producción de energía eólica y bueno, pues los proyectos de minería. Y bueno, pues recientemente ustedes saben, desde el 2017, nosotras en Chiapas vivimos pues digamos, al principio se le llamaba fenómeno migratorio, ahora nosotros estamos en contra de llamarlo fenómeno migratorio, sino vivimos
un desplazamiento masivo de países de Centroamérica, de Haití y de Venezuela que están llegando hacia nuestro país y que, bueno, pues justo las rutas migratorias están pasando por estas rutas, por donde van estas líneas férreas. Entonces, digamos que estamos teniendo en un mismo territorio un territorio tanto explotado en bienes naturales, pero también en una administración de la migración que pues ha permitido ciertos acuerdos con Estados Unidos pues de mucho más militarización en nuestro territorio, ¿no? En 2019, Donald Trump, amenazó a México con subir en torno a los acuerdos del TEMEC, de subir los impuestos a los aranceles, y condicionó pues la entrada de más militares y de pues más armamento y de mucho más presupuesto, porque tenemos también en México mucho presupuesto para la gestión de la migración. En esta región que ustedes ven aquí en rosa, que hemos puesto pues en líneas rosas, toda una región entre Chiapas, Oaxaca y Veracruz que se ha utilizado para incrementar la Guardia Nacional, que es aquí, digamos, como la nueva policía está encargada de ahora hacer las labores del Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, pues en estas regiones tenemos aún más ejército, tenemos aún más Guardia Nacional y bueno, pues al estarse construyendo el corredor transísmico, que incluso una de las líneas hace poco bueno, fue anunciado que estará llegando hasta Guatemala, ¿no? Es una de todas estas regiones están siendo cada vez, perdón, ay, sonó algo de ruido, están siendo pues cada vez más pues cubiertas con la Guardia Nacional y con el Ejército. Ahí donde ustedes ven estas estrellitas rojas es donde tenemos más presencia militar y bueno, pues ahí hago el zoom de las zonas donde más presencia también de crimen organizado estamos teniendo. Como ustedes saben, pues en los últimos años, sobre todo desde el 2018, ha crecido, ha incrementado en Chiapas la presencia del crimen organizado. Con la presencia de los dos cárteles muy importantes en México, en donde pues como podemos comprobar cómo los cárteles en México ya no tienen solo un nicho de negocio, ¿no? No tienen solo un nicho de economía. Ahora esta economía tiene más alrededor de 90 nichos por todas estas rutas que les estoy mostrando. Son las rutas en donde también los cárteles transportan armas, personas, como bien lo mencionaban hace rato, ¿no? Estas líneas, esta infraestructura, no solamente está sirviendo para estos megaproyectos, sino también para a los cárteles del crimen organizado, para el traslado de personas, ¿no? Nosotros estamos en una región, bueno, yo vivo en Tapachula, aquí estamos en una región en donde entra el 70% de las personas extranjeras a México. Y bueno, pues aquí es donde hay una disputa muy, muy grande porque el crimen organizado pues ahora hace la labor del pollero, hace la labor pues del cobro de piso, del extorsionador, del que traslada, del que se hace cargo de los taxis, de las combis, que son nuestros transportes públicos en esta región, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que nuestro estado, pues desde hace muchos años, viene en un aumento de violencia estructural
que, bueno, pues ahora nos está llevando a grandes consecuencias, ¿no? Y bueno, pues me voy a ir en específico a que ustedes, bueno, a poder contar, a poder compartir la experiencia que nosotros vivimos hace unos años y que, bueno, seguimos viviendo con el caso de Mariano, ¿no? Pues nosotros en México, como les acabo de mencionar, pues tenemos todo estos bienes naturales que están siendo, pues, se están convirtiendo cada vez en planes y proyectos, pues, geoestratégicos para la región, incluyendo, pues, los proyectos de infraestructura. Y bueno, pues como ya también lo han narrado los compañeros, pues nosotros venimos de una historia muy, muy grande de colonización, también de despojo y de desplazamiento de la tierra, pero básicamente de explotación de la tierra y explotación de la mano de obra de los pueblos indígenas que pues históricamente han vivido aquí, ¿no? Toda esta región y como ustedes saben, la región de los Altos de Chiapas y la región fronteriza, pues igual ha sido una región donde han llegado las plantaciones desde hace muchísimos años, se han ido convirtiendo al principio, no sé, hace muchos años comenzaron con la caña de azúcar, eso se fue transformando en algodón, en café, ahora tenemos la palma aceitera y así han venido las transformaciones de nuestro territorio, de nuestra tierra. Y bueno, pues a lo largo de estos años, quienes han acaparado las tierras, pues se han vuelto caciques, familias oligarcas que pues han tomado el poder en los partidos políticos. Recientemente nosotros, bueno, aquí en Chiapas, aunque ha ganado Morena, que es este partido político con pues la mayoría del reconocimiento de los mexicanos en México, ¿no? Pues las últimas elecciones, como ustedes lo saben, han sido pues avasalladoras. Hay mucha población en México que tiene una aceptación por Morena. Bueno, nosotros en Chiapas, pues no tenemos la suerte de tener eh, estos liderazgos, sino más bien tenemos a los caciques y a las familias oligarcas que históricamente han explotado a las personas y a las poblaciones, ¿no? Aquí pues tenemos historia con el Partido Verde Ecologista, que no ha tenido nada de ecologista y que ha sido pues el gran impulsor pues de la política y de la explotación. Este Partido Verde y estos, bueno, antecesores de Morena, ahora llega uno que se llama Eduardo Ramírez, bueno, pues fueron quienes nosotros hemos denunciado como con ayuda de la diplomacia de la embajada canadiense, pues fueron los que concesionaron pues gran parte del territorio chiapaneco para la minería canadiense. Entre ellos, pues bueno, con otros grandes empresarios que también son parte de inversiones de televisoras en México. Y bueno, pues ahí un prestanombres que es Tristán Canales, que fue el que prestó el nombre para la empresa Blackfire, ¿no? Bueno, a raíz de que Blackfire se impuso en el territorio chiapaneco, en la zona fronteriza, pues fue que con esa imposición, aunque las organizaciones hicimos un llamado a la embajada canadiense para que no apoyara al gobierno mexicano, pues para que impusieran la minería e incluso avisamos y pusimos en alerta a la embajada canadiense del del riesgo a la vida que vivía Mariano Abarca, pues este fue asesinado y la minera canadiense, pues bueno, estuvo impune, es impune hasta hoy a la fecha porque pues el asesinato de Mariano Abarca pues no ha llegado a su justicia, ¿no? Hoy en día esa minera
queda ahí en este territorio y ahora ahora con ayuda también y con con la misma impunidad y con la misma omisión de parte del Estado mexicano, pues el crimen organizado es quien toma esta minera, ¿no? Esta minera es tomada por uno de los grupos del crimen organizado más grandes en México y a partir de esto, o sea, esto fue a partir del 2019, es que empieza una escalada de conflicto mayor que ha llevado nada más en un año a desplazar a 2.300 personas en los municipios de Chicomucelo y La Concordia y frontera Comalapa, ¿no? Como les contamos, eh, este, este, este negocio de varita, porque pues la explotación en esta región es de varita, pues sigue teniendo sigue siendo efectiva para el negocio criminal, ya sea tanto del crimen organizado como de los empresarios canadienses. Y bueno, pues hoy en día desafortunadamente tenemos estos desplazamientos y esta ola de consecuencias muy fuertes con estrategias de sometimiento que van desde la vigilancia de las personas hasta la desaparición, el secuestro, la explotación sexual de mujeres, la obligación de que las familias trabajen en los bloqueos y en los retenes para el crimen organizado, cuotas que se salen de la economía, de la posibilidad de pagarlas. Y bueno, pues otra vez vemos una apropiación de las tierras, ¿no? Creo que me estoy ya pasando de tiempo. Em, Quisiera saber ay, perdón, si con esto, bueno, pues puedo comentar que recientemente, pues tuvimos el asesinato de Mariano Abarca, como lo había conversado hace rato. En 2021 tuvimos el asesinato en Chiapas del defensor Simón Pedro, un gran compañero que también junto con su organización Las Abejas de Acteal denunciamos la minería y toda la producción y toda la llamada transición energética capitalista, que también tiene inversión canadiense y pues por supuesto de Estados Unidos. Y bueno, pues recientemente el terrible asesinato del padre Marcelo, ¿no? Tanto, ¿qué hay de común? Pues que tanto Simón Pedro como el padre Marcelo denunciaron pues este modelo extractivo en sus comunidades, denunciaban también cómo las comunidades indígenas y campesinas son las más explotadas en México y bueno, pues también denunciaban al crimen organizado y sobre todo pues la relación que tiene con el Estado mexicano. Eh, Recientemente vivimos una ola en donde se dice que en México ya no existen violaciones a derechos humanos. Se ha negado la violencia en Chiapas en los últimos años. Y bueno, pues nosotros hemos registrado al menos 92 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en México desde el 2018 hasta el 2024. Todos ellos, todo esto por denunciar las injusticias en sus territorios, denunciar al modelo extractivo y lo más grave es que este gobierno ha dicho que no está en contubernio con el crimen organizado cuando nosotros hemos documentado y muchas organizaciones en México han documentado que el 80% de los asesinatos suceden en las localidades en donde existe este contubernio muy directo entre los gobiernos locales y el crimen organizado. Entonces, bueno, pues me quedo hasta aquí y me quedo conectada también para las siguientes preguntas y comentarios. Muchas gracias. Sont liées, sont directement connectées. Pas seulement pour les personnes tuées pour faire la défense des droits aux communautés, sinon pour la façon comment le crime organisé développe sa dynamique dans le système capitaliste. Elvin, par exemple, il nous a laissé l'extractivisme, la
agro-industrie, en écoutant Libertad, ce sont les mêmes investissements. Palme africaine pour produire huile de palme, peu importe si les plantations sont certifiées ou pas. Si au Honduras, on comprend que les investisseurs doivent planter la palme africaine seulement sur la terre plana, pas dans les laderas, on dit en espagnol, les sols inclinés. Mais personne va vérifier si les producteurs de palme africaines sont en train de monter la montagne pour planter la palme africaine. Bangladesh, India, peu importe les pays qui achètent les huiles de palme, n'est pas dans la possibilité de savoir si cette huile de palme vient des terres pleines ou des montagnes. C'est un gros problème. La maquila ou l'industrie de production de vêtements, Elvin, il n'a pas mentionné Gildan, mais à chaque fois que je traverse le marché central à Montréal, je vois les grandes affiches des magasins Gilda et je pense immédiatement les vallées de Sula au nord du Honduras où sont les gros magasins de production de vêtements de Gilda, une entreprise canadienne. Et le tourisme 5 étoiles, certainement, c'est le responsable d'avoir déplacé la population noire caraïbe hondurienne, la population garibuna, qu'on l'appelle. Et pour planter d'hôtels où chaque nuit, vous devez payer $5 ou $8 pour aller là. Et aussi des champs de golf. C'est pour planter des hôtels et des champs de golf, la population noire caraïbe a été déplacée. Et il y a une litige international qui a été lieu à la Cour interaméricaine des droits humains. La population noire caraïbe a gagné 2 fois devant la Cour des droits humains, mais encore la difficulté de l'État hondurien d'exécuter, d'accomplir cette résolution de la Cour interaméricaine. Et Elvin aussi nous a parlé du TLC, des accords commerciaux entre l'Honduras et les États-Unis et le Canada. Avec les États-Unis a été à 1995. Et avec le Canada, pendant la crise, après le coup d'État, M. Harper est venu à San Pedro Sula pour signer l'accord commercial avec l'Honduras en 2012. Et donc, à partir de ce moment, les entreprises canadiennes viennent, entrent et sortent de l'Honduras. Leocadio, il a parlé des entreprises qui sont derrière la criminalisation. C'est l'élément commun avec l'Honduras. Derrière la criminalisation sont toujours des entreprises, des grosses entreprises privées. Et si on pense des autres entreprises, au Honduras, par exemple, c'est Standard Fruit Company qui produit des bananas, des pamplemousses, des oranges, des palmes africaines aussi. Et Elvin, oui, il a mentionné les holdings d'entreprises qui s'appellent Alutec. Alutec qui produit qui a des mines de fer et qui sont des capitales états-uniennes et des militaires aussi. Libertad, elle vient de signaler clairement la diversification de l'entreprise qu'on appelle le crime organisé. Un ami honduras dit que le crime organisé, c'est une grosse entreprise. Le seul problème qu'il a le crime organisé dans nos pays, c'est qu'ils ont de mauvais presse. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien vus dans les médias. Mais à la base de l'économie de chaque pays,
Ces entreprises fonctionnent comme peu importe une autre entreprise. Et Libertà a mentionné 90 investissements du crime organisé seulement dans cette région de Chiapas. Je termine ce résumé avec l'expression que Libertà a introduite ce soir dans cette salle, l'expression de la diplomatie criminelle. C'est pour réfléchir. Et toujours cette transformation des entreprises, on peut dire bien établies, bien reconnues, bien administrées dans le pays, qui deviennent après des entreprises du crime organisé. C'est-à-dire le Canada vient pour organiser une entreprise ici au Honduras et quelques années plus tard, vous allez voir cette même entreprise qui a changé à une expression du crime organisé, ou vice-versa. Ça réussit. Donc, on va passer au deuxième panel. Ce panel, c'est sur les luttes pour les droits au Québec. Je vais présenter la personne qui va animer ce panel. C'est important de vous rappeler que la coordinatrice en solidarité Laurentine Amérique centrale. Depuis 2023, elle est la responsable, entre autres, d'activités du Comité d'éducation à la citoyenneté mondiale. Elle a étudié au baccalauréat en sciences sociales, concentration développement international à l'Université du Québec à Ottawa. Elle est titulaire d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke et devant son intérêt pour le domaine de la solidarité internationale et de l'environnement, c'est qu'elle participe à des projets en Togo, Bolivia, vous parlez espagnol donc, et au Bénin, et poursuit son implication dans le domaine avec son travail à cet comité Solidarité, Laurentine et l'Amérique centrale. À vous la parole. Bien, merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup aussi aux panélistes qui étaient présents. Donc, on va pouvoir poursuivre avec nos panélistes qui sont présents avec nous dans la salle. Donc, ici, ça serait vraiment, on va analyser avec nos deux panélistes, dans le fond, d'une part, le rôle actuel de l'État canadien et des entreprises en tant qu'agents impliqués dans la violation des droits et territoires. Et d'autre part, on va discuter du rôle potentiel des organisations de la société civile dans la lutte contre l'extractivisme canadien, qui est soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Donc, on va débuter avec Aidan Gilchrist Blackwood du Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises, le RCRCE. Donc, Aidan est coordonnateur du RCRCE depuis 2022. Il a auparavant travaillé comme consultant pour Mining Watch Canada et dans le secteur communautaire à Montréal. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques à l'Université McGill, où il a été membre du McGill Research Group Investigating Canadian Mining in Latin America, le MILCA. Donc, pour Aidan, on a deux questions. Donc, la première, c'est quel est le rôle actuel du Canada et de ses entreprises dans la garantie des droits territoriaux des populations à l'extérieur du Canada et quel rôle devrait-il avoir? Beaucoup et merci beaucoup de l'invitation d'être ici et merci beaucoup à tous les panélistes qui ont déjà présenté. En fait, je pense que les présentations qu'on vient d'entendre démontrent clairement un peu cette première partie de question, le rôle global du Canada actuellement dans la garantie des droits territoriaux des populations à l'extérieur du Canada et c'est que le Canada joue un rôle modèle en fait. Et il y a un grand problème d'impunité des entreprises canadiennes à travers le monde. Et alors, ici, je vais faire mon mieux de complémenter ce qu'on a entendu et parler un peu plus de dimension canadienne. Dans un contexte d'un système mondial d'exploitation et d'impunité où les entreprises mettent le profit, peuvent mettre de l'avant le profit en exploitant les personnes et la planète. Et c'est un système dans lequel le Canada joue un rôle important. Là, je vais d'abord juste commencer en touchant le rôle prépondérant des entreprises canadiennes dans la violation des droits humains internationalement. On vient d'entendre de nombreux exemples déjà, mais juste pour souligner que les entreprises canadiennes sont impliquées dans des diverses violations des droits humains des personnes à travers le monde, la destruction de l'environnement, criminalisation, le meurtre des défenseurs et défenseuses de territoire, et que, par exemple, notamment le secteur minier comprend à peu près la moitié des entreprises minières mondiales.
grâce à un régime réglementaire qui est très favorable et qui permet les entreprises-là de se siéger au Canada. Si on prend juste l'exemple du secteur minier, il y a un problème vaste et sévère et systématique des violations des droits humains. Juste pour souligner quelques chiffres, dans une étude qui a été menée par le Justice and Corporate Accountability Project, qui est un groupe basé à l'Université York, l'école de droit Osgood à Toronto, a trouvé pendant une période de 15 ans des abus liés à 28 différentes entreprises canadiennes en 13 pays. Ils ont trouvé que les violations de droits humains par les entreprises minières canadiennes étaient systématiques et vraiment généralisées. Je souligne ici aussi que le problème ne se limite pas aux entreprises minières canadiennes. On trouve des graves exemples de violations de droits humains liés à beaucoup de différentes entreprises canadiennes dans divers secteurs, le secteur de vêtements, comme on vient d'entendre aussi, le secteur de l'huile et gaz et bien d'autres. Et je pense que c'est aussi important de souligner que quand nos droits sont violés par un transnational, il est vraiment difficile d'accéder à des recours à cause du structure du système international. Dans le portrait actuel du rôle canadien et des entreprises canadiennes, je veux juste souligner un dernier élément, et ça, c'est le nexus entre l'État et les entreprises. Et je pense qu'on a entendu des très bons exemples de ça dans la dernière présentation, quand on a parlé de l'économie, la diplomatie criminelle, la diplomatie économique. Je pense qu'il est important de souligner que le Canada se proclame souvent s'attendre à ce que les entreprises canadiennes respectent les droits humains. Et en proclamant ça, il continue de permettre les abus de plusieurs manières. On a entendu des manières actives que le Canada est impliqué dans les abus de droits humains, par exemple en soutien diplomatique, cette économie, diplomatie économique, diplomatie criminelle. D'autres formes de soutien qui sont fournies par l'État canadien comprennent aussi du soutien politique et même des formes de soutien financier. Par exemple, des prêts qui sont fournis par Exportation et Développement Canada aux entreprises et même des entreprises qui sont liées aux violations des droits humains des personnes à travers le monde. Et le Canada est aussi impliqué dans cette question de manière plus passive en refusant de réglementer les entreprises avec les règles contraignantes. Alors, juste peut-être pour conclure ce point, ce portrait du contexte actuel, on sait bien qu'il y a un grave problème. Le Canada et les entreprises canadiennes sont impliquées dans des graves violations de droits humains à l'extérieur du Canada. C'est ici que je veux pivoter un peu vers la deuxième partie du question. Qu'est-ce que le Canada devrait faire? Ensemble, notre réseau, le réseau canadien sur la gestion des entreprises, nous faisons campagne pour essayer de transformer les règles qui permettent l'impunité et mettre en place des lois qui priorisent réellement les droits des gens et la planète avant le profit. Alors, ici, quand on parle de le rôle que le Canada devrait avoir, je vais me concentrer sur un élément que je pense est vraiment très important de le faire, qui joint le geste de la parole quand on parle du fait que le gouvernement proclame souvent s'attendre à ce que les entreprises respectent les droits humains. Et le Canada devrait tout simplement obliger dans la loi le respect de tous les droits humains par les entreprises canadiennes dans l'ensemble de leurs opérations globales et dans leur chaîne d'approvisionnement. Et il peut le faire en adoptant un type de loi qu'on appelle une loi sur la diligence raisonnable ou une loi sur la diligence raisonnable en matière de droits humains et d'environnement, qui tout simplement est un type de loi qui crée une obligation légale pour les entreprises de prévenir les abus de tous les droits humains, y compris, par exemple, et de manière importante, le droit à un environnement sain. Et encore, ça c'est dans l'ensemble des opérations globales d'une entreprise canadienne. Et puis, ça accorde aussi aux personnes affectées accès aux justices dans les tribunaux canadiens. Et le Canada pourrait et devrait adopter ce type de loi. Ce sont de plus en plus adoptés à travers le monde. On a vu juste cette année que l'Union européenne a adopté une directive sur la diligence raisonnable et de nombreux pays européens ont déjà adopté des lois similaires. Et des lois de ce modèle ont aussi été déposées dans de nombreux pays, y compris le Japon, la Corée et le Brésil. Nous savons très bien que le lobby des entreprises est fort et pour faire adopter une telle loi, il faut vraiment mettre pression sur le gouvernement canadien, ça c'est sûr, et dire clairement que quand ne demande rien de moins qu'une obligation aux entreprises canadiennes de respecter les droits humains.
là, quand on parle de le rôle que le Canada devrait avoir, je vais aussi juste toucher brièvement un deuxième élément important. Et ça, c'est l'importance d'une institution, un ombudsman, pour enquêter les abus des entreprises. Dans le cas du Canada, on a un bureau qui existe déjà, un bureau d'ombudsman pour la responsabilité des entreprises, mais qui n'a aucun pouvoir et qui n'est pas réellement indépendant du gouvernement. Cet instrument-là est vraiment important pour fournir un autre recours à la justice et nous faisons plaidoyer aussi pour fournir ce bureau-là avec des vrais pouvoirs et une véritable indépendance. Peut-être juste pour terminer sur une action qu'on peut faire ensemble, comme j'ai mentionné, le réseau mène campagne pour demander une vraie, des lois pour une vraie reddition de comptes des entreprises. On a une pétition en ligne qui est disponible sur notre site web du RCRCE et on a aussi de l'information qui se trouve ici dans la salle sur cette campagne que je vous encourage à consulter. Alors, peut-être je vais juste m'arrêter là pour l'instant et juste merci encore pour l'invitation d'être ici. OK. Merci beaucoup. On va pouvoir regarder aussi justement les suivis par rapport sur le site du RCRCE, puis aussi les campagnes qui s'en viennent à la veille des élections canadiennes qui se pointeront probablement très bientôt. Donc, pour terminer notre panel de ce soir, on va terminer avec Dominique Péchard de la Ligue des droits et libertés. Dominique est militant à la Ligue des droits et libertés depuis 2007. Il milite présentement dans le comité surveillance des populations et intelligence artificielle de la Coalition pour la surveillance des droits civils. Et il est aussi dans le comité environnement de la Ligue des droits et libertés. Donc, M. Béchard, vous avez deux questions pour terminer la soirée. Donc, la première, c'est est-il possible de garantir le droit universel à un environnement sain sans mettre en danger la vie des défenseurs? Et pour terminer sur une belle note, quel devrait être notre rôle en tant qu'organisation au Québec pour appuyer les luttes d'ici et d'ailleurs, comme celles qui ont été présentées par nos partenaires aujourd'hui? Bon, alors, merci pour l'invitation. La Ligue des droits et libertés est une organisation qui défend l'ensemble des droits humains reconnus par les chartes internationales. Je suis ici pour présenter en fait une brochure que la Ligue a produite, c'est le droit à un environnement sain, 3 piliers démocratiques à défendre. Alors, c'est une brochure qui s'adresse principalement aux militants du Québec pour les soutenir dans les luttes qu'il y a ici pour un environnement sain. Mais les éléments, évidemment, sont applicables ailleurs. Ils sont universels, dans le fond, dans la lutte pour l'environnement, l'environnement sain, pardon. Alors, bon, on s'intéresse à la question de l'environnement sain parce que, évidemment, ça porte à terre, c'est lié à bien d'autres droits humains comme le droit à l'eau, la santé, l'alimentation, etc. Et puis, le Comité des droits de l'homme de l'ONU reconnaît que la dégradation de l'environnement, les changements climatiques et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves pour la capacité des générations futures et présentes et futures de jouir du droit à la vie. Puis le droit à l'environnement sain est reconnu par l'ONU depuis 2021-2022 comme un droit humain. Il a été adopté par voie législative par 161 pays, dont le Canada en 2023. Mais ce droit reste à définir au Canada. Au Québec, il fait partie de la Charte depuis 2006, mais il est applicable dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi. Alors, ce que ça veut dire dans les faits, c'est qu'il est possible au Québec de porter atteinte à ce droit si une loi encadre cette atteinte. Autrement dit, on ne peut pas invoquer le droit à un environnement sain pour contester les niveaux de contaminants que le gouvernement du Québec aurait déterminés comme étant légal et acceptable. On pense ici, par exemple, à la fonderie Horn, par exemple. Hein? Alors, comme on le voit, il y a un fossé entre la proclamation de ce droit et la réalisation effective. Et comme pour tous les droits, la réalisation repose sur la capacité de la population de le faire valoir et de le défendre. Et c'est là qu'intervient cette brochure, c'est quelles sont les exigences démocratiques pour pouvoir défendre ce droit-là, pour que la population puisse faire valoir son droit à un environnement sain. Alors, il y a 3 piliers pour soutenir le droit à un environnement sain qui seront élaborés dans la brochure. Le premier, c'est le droit à l'information. Le deuxième, c'est le droit de la population à participer au processus décisionnel. Et le troisième, c'est l'accès à la justice.
Il existe une convention internationale qui s'appelle la Convention d'Aarhus qui définit les obligations de ces États, des États par rapport à l'exercice de ces droits-là démocratiques. Elle a été ratifiée par 47 États, mais pas par le Canada. Bon, alors qu'en est-il de ces droits-là? Bon, le droit à l'information, dans la brochure, on fait un état des lieux de droit à l'information au Québec. Puis, on prend l'exemple de la fonderie Horn pour illustrer à quel point il est difficile d'obtenir de l'information. Ça a pris 3 ans et un recours au tribunal pour que les citoyens obtiennent l'information recherchée. Et comme l'a dit la Cour dans son jugement, un tel écoulement de temps équivaut à un déni de justice. Pourtant, depuis 2017, la loi sur la qualité de l'environnement au Québec prévoit l'instauration d'un registre environnemental accessible gratuitement sur le site du ministère de l'Environnement qui donnerait accès à l'ensemble des demandes d'autorisation des projets susceptibles d'affecter l'environnement. 7 ans plus tard, le registre n'existe toujours pas, malgré les demandes répétées de nombreux groupes environnementaux et du Centre québécois du droit de l'environnement. Une étude de 2018 prouvait que le Canada avait glissé de 6 places pour se trouver au 55e rang sur une liste annuelle qui dresse le classement mondial de la liberté d'information, ce qui le plaçait à l'époque à l'égalité avec la Bulgarie et l'Uruguay. Bon, le deuxième élément important, c'est la possibilité du public de participer au processus décisionnel. Dans la brochure, on aborde ça sous 3 aspects: le droit des peuples autochtones, le mécanisme au Québec du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, et la répression des défenseurs de l'environnement. On rappelle que les États ont une obligation en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination, qu'ils doivent être consultés et de consentir, et aussi ils ont ce pouvoir-là et de refuser dans les matières qui concernent leur territoire. Et la brochure souligne aussi que les savoirs traditionnels autochtones contribuent à la protection de l'environnement, en particulier la biodiversité, et comment la détérioration de l'environnement demeure indissociable du colonialisme qui perdure, malgré ce qu'on en dit, au Québec et au Canada. Sous la question du BAP, on souligne l'importance du BAP dans l'évaluation des projets au Québec. Cependant, le processus du BAP souffre de sérieuses lacunes. Il est possible pour un projet de contourner la tenue d'audience, même si l'ampleur et l'impact l'exigeraient. Et le cas de Northvolt est patent, puis on en parle dans la brochure, on donne un exemple. En plus, les conclusions du BAP font office de recommandations et le ministère peut les ignorer. Et l'asymétrie du pouvoir et des moyens dans des audiences entre le promoteur et le gouvernement d'un côté et le public de l'autre. Sur le droit la question du droit de s'exprimer et de contester, la brochure souligne que parmi les défenseurs des droits, les défenseurs de l'environnement sont parmi les plus réprimés. Ils font souvent l'objet d'intimidation, de judiciarisation et de répression policière. Ici, on parle du Québec et du Canada. Ailleurs dans le monde, comme nous ont abondamment illustré les autres panélistes, la répression peut aller jusqu'aux disparitions forcées et aux assassinats. Comme il a déjà été mentionné, les compagnies canadiennes sont responsables souvent de violations systématiques des droits de la personne et le Canada est une plaque tournante de l'impunité minière. Et ce n'est pas pour rien, comme il a également été dit, que près de la moitié des compagnies minières dans le monde sont enregistrées à la Bourse de Toronto. Finalement, la dernière chose qui est importante, c'est l'accès à la justice. Comme on l'a déjà mentionné, le droit à environnement sain n'est pas justifiable au Québec. On peut faire des demandes d'injonction, mais il est très difficile de les obtenir. Et on est dans une inégalité de moyens par rapport aux promoteurs et au gouvernement, étant donné qu'on n'a pas les informations nécessaires. À cela s'ajoutent les barrières économiques et le manque de compétences. Les procédures judiciaires coûtent cher et les experts aussi. On tient aussi à faire, dans la brochure, mentionner la question de l'acceptabilité sociale, qui est le mot-clé qui est maintenant galvaudé partout. On rejette à la Ligue des droits et libertés la notion d'acceptabilité sociale comme critère pour accepter un projet. C'est un concept de marketing qui permet de contourner les évaluations environnementales rigoureuses et les enjeux de droit. Les débats se déroulent dans l'arène médiatique où tous n'ont pas les pouvoirs égaux, où des opinions prennent le pas sur les faits en jeu.
Donc, on conclut par des revendications. On demande que le Canada et le Québec adhèrent à la Convention d'Aarhus, c'est celle que j'ai mentionnée, là, qui élabore sur les 3 piliers démocratiques. Qu'on mette en place des processus permettant une réelle participation du public, qu'on respecte les droits des peuples autochtones, qu'on adopte des mesures pour permettre l'accès à la justice, comme la création d'une aide juridique spécifique pour les dossiers environnementaux. Il y en existe une au Canada pour les dossiers qui impliquent la discrimination, mais il pourrait y avoir une aide juridique pour que les citoyens puissent être soutenus financièrement dans les recours. Que le Québec et le Canada procèdent à une refonte des régimes d'accès à l'information pour permettre un réel accès à l'information en temps utile. On a, à la Ligue, entrepris une démarche avec d'autres organismes à ce niveau-là, parce que l'accès à l'information est problématique en question d'environnement, mais aussi dans toutes sortes d'autres dossiers. Que le Québec mette en place le registre d'information environnementale prévu par la loi Québec d'environnement, que la charte soit modifiée pour rendre justifiable le droit à l'environnement sain ainsi que les autres droits économiques, sociaux et culturels, puis qu'on abandonne le critère de l'acceptabilité sociale comme critère pour justifier la réalisation d'un projet. On appuie également la campagne qui vient d'être du réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises afin de rendre les entreprises canadiennes imputables. La campagne qui vient d'être élaborée par le président panéliste. Alors, voici pour la contribution, disons, de la Ligue pour la liberté à la lutte pour un environnement sain au Québec. Et les éléments pour lesquels nous luttons ici sont évidemment tout aussi valables partout dans les autres pays, c'est-à-dire le droit à l'information, le droit à pouvoir participer aux prises de décision et l'accès à la justice. Merci.